Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Merci de nous retrouver dans votre café presse ce matin autour de la table. Abdelkarim Ghazali, Faisal Mektaoui, Hadi Hassan, Adlan Mehdi et Habib Sharif. Bonjour messieurs. Je tenais à rappeler simplement, histoire de se mettre déjà dans le bain, nous allons avoir une invitée tout à l'heure en deuxième partie. Nous prenons l'émission en deux parties. Nous recevons ce matin Rouïda Amouel, qui est rédactrice en chef de Huffington Post, Maghreb, en attendant Huffington Post Algérie. Bientôt. Quand bientôt? Ce sera probablement pour la première semaine de juin. Voilà, alors on parlera avec elle tout à l'heure de la Tunisie, de l'expérience tunisienne. De cette révision de la Constitution, puisque Ahmed Yahya va donner le texte, ou en tout cas un semblant de texte de cette révision de la Constitution aux partis politiques, on en saura un peu plus dans la journée. En attendant, toujours à propos de la révision de la Constitution, la semaine dernière je vous posais une question ici autour de cette table, et je disais pourquoi Abdelaziz Bouteflika veut-il à tout prix modifier la Constitution. Alors, chacun y allait de son opinion. L'idée générale, c'était que bon, c'était un peu pour faire diversion. Il y a une information qui a été diffusée cette semaine, elle vaut ce qu'elle vaut. On en parlera d'ailleurs et c'est intéressant tout à l'heure. Celle qui dit que dans la prochaine révision de la Constitution, il y aurait peut-être une réorganisation des services de sécurité. La presse a dit, tout simplement, elle a fait sa lecture en parlant de la dissolution de la police politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Diversion là encore? Allez. C'est une bêtise de dire que le rôle des services de sécurité est fixé dans la Constitution. C'est de la connerie, tout simplement. Pas plus. Une bêtise, pourquoi? Parce que la Constitution parle d'autre chose. La Constitution ne précise pas le rôle de la police, de la gendarmerie, du DRS. Non, ça se passe ailleurs. Je me demande comment on peut écrire des choses pareilles. Voilà. Non, pour toi... Cette semaine, tu parles de redéfinir ou d'avoir un rôle de garant beaucoup plus important de l'armée sur la Constitution ou sur d'autres structurages de la Constitution qui va avoir lieu. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas ce dont on parle sur des solutions au bas de la police politique, parce que ça c'est tout un débat dans un régime autoritaire, ça c'est une autre question. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est est-ce que réellement on va toucher au statut de l'ANP dans la Constitution, dans les principes généraux, pour justement la préparer à un avenir plus incertain, avec peut-être des interventions à l'étranger, un peu assouplir cette doxa de non-ingérence. C'est là où le débat devrait être mis, et on voit que le régime cache ça. Jusque-là, on pensait en gros que le pouvoir était détenu par le DRS, qui est le cœur de l'armée. Imaginons que ça ne soit plus le cas. Le pouvoir va passer entre les mains de qui? Très bonne question. Président Bouteflika, non, jamais de la vie. Même si ça passe entre les mains du président Bouteflika, c'est une affaire d'un an, 2 ans, enfin... C'est le président ou la personne? Mais et ensuite, après Bouteflika, qui c'est qui va détenir ce pouvoir, si ce n'est pas le DRS, si ce n'est pas l'armée? C'est une grande question, et le groupe le plus apte à prendre ce pouvoir, qui est en train de coller aujourd'hui au président Bouteflika, c'est, pour dire les choses brutalement, c'est l'argent sale. C'est lui qui est en train de prendre le pouvoir. C'est pas une alternative. Pourquoi la révision de la Constitution? Je crois que depuis un bon moment, on parle du blocage institutionnel, d'une crise du système qui est réelle. La révision de la Constitution a été abordée par Bouteflika en 2011. Elle n'a pas abouti pour des tas de raisons. Aujourd'hui, il y revient. Théoriquement, la révision de la Constitution devait permettre le fonctionnement institutionnel, de dépasser une crise, mais dans les faits, on risque d'aller vers une révision de la Constitution qui va pérenniser un système moribond. Par rapport à la restructuration du DRS ou des services de sécurité en général, oui, je suis d'accord avec elle, je crois que la Constitution n'a rien à voir là-dedans, à moins qu'on revienne à une idée qui a été abordée il y a quelques années de ça, c'est d'aller vers une sorte de Conseil national de la sécurité qui va chapeauter les différentes agences. Qui existe théoriquement. À l'époque, c'était à l'époque de c'est pas le même, c'est à l'américaine, c'est le système qui est opérationnel aux États-Unis.
Ces dernières années, on s'est laissé à penser que le mode dominant habituel, c'est celui où c'est le DRS qui décide de tout. C'est fou. C'est fou. Le DRS joue un rôle important dans des moments où il y a une sorte de multipolarité dans le pouvoir, où il y a plusieurs centres, où il n'y a pas une personnalité qui s'impose. Le modèle dominant en Algérie, c'est un modèle bonapartiste, c'est un domaine où il y a un chef et les autres obéissent et exécutent. Si on prend en termes de nombre d'années, Boumdine, Chadli, et après on a eu du mal à en trouver un à cause de la guerre civile. Zeroual n'a pas réussi à devenir un Bonaparte qui met sous sa coupe les services, l'armée, etc. Le modèle standard, habituel, c'est quand on rentre en crise, même du point de vue du mouvement national, mais Salih Hadj, c'est ce modèle, c'est celui-là qu'on a évité. On est passé à un modèle multipolaire où il y avait les 3B, où il y avait les services qui ont commencé à jouer un rôle important, justement sous les 3B, avec Habib Boussouf, parce qu'on était dans une situation de crise où il n'y avait plus possibilité d'avoir un chef qui domine tous les autres. Moi, je considère qu'avec Bouteflika, avec ces années, avec l'argent du pétrole, avec l'argent sale dont parlait avec tout ça, nous avons rebasculé vers un modèle bonapartiste, mais avec cette touche, c'est que le président est malade. Il n'est pas défini seulement par les pouvoirs dont il dispose. Et son rôle au sein du sérail, non, c'est aussi au sein de la population, des masses. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il soit l'arbitre entre les classes, entre ceux qui s'affrontent au sein de la société. Il joue ce rôle, il est accepté par toutes les parties. Boumediene, oui, il l'était. C'est vrai. Chadli, il avait ses velléités d'être un Bonaparte, mais je crois qu'il n'a pas tout à fait réussi, parce que je suis d'accord avec Ab, il y avait un partage de pouvoir avec le bureau politique. Il est vrai qu'après le congrès extraordinaire, il a pris tous les pouvoirs, je parle du congrès extraordinaire, je crois de 81, après les événements de Kabyle. Il a pris tous les pouvoirs, c'est vrai, mais il est resté un Bonaparte ferme. Bouteflika, et quand il est venu, il se voulait un Bonaparte, il se voulait même l'héritier de Boumediene, de son image et de son œuvre. Il a tenté, il a essayé de l'être. À certains moments, oui, il a pu jouer ce rôle, mais après il s'est affaibli. Aujourd'hui, je ne pense pas que Bouteflika incarne le Bonaparte que fut Boumediene. Alors voilà, le moment est arrivé maintenant où nous retrouvons Rouaïda Alouane qui vient de nous rejoindre, je vous l'annonçais tout à l'heure au début de cette émission, rédactrice en chef Huffington Post à Huffington Post Maghreb. Bonjour Rouaïda, merci de nous rejoindre. On parlait depuis tout à l'heure un certain nombre de sujets qui concernent aussi la Tunisie. On va commencer par la politique politique. C'est très en vogue chez nous, vous avez réglé ce problème. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ? C'est aller vite en besogne que de dire que le gouvernement Gemara est en train de remettre un État policier en place. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débordements. Maintenant, il y a eu beaucoup de débordements au niveau en politique en Tunisie, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même des attentats terroristes au Charambi, pas des attentats, mais une activité terroriste sur le Charambi. Il y a eu démantèlement de plusieurs petits groupes de terroristes. Il y a eu des événements majeurs du côté de Rawed, où il y a eu une fusillade qui a duré quelques heures entre des policiers et un fugitif, enfin un groupe en entier. Il y a eu 2 assassinats politiques dans le pays. C'est vrai qu'à un moment donné, et ça c'est toujours un risque, la classe, les citoyens ont même commencé à dire bon ben protégez-nous quoi, c'est pas possible. Et il y a toujours un équilibre à trouver entre protéger les citoyens, ne pas installer une ambiance de terreur, parce qu'il y a une activité terroriste et qu'on ne voit pas le terrorisme réellement, mais on le sent, et on en entend parler, même si c'est pas encore dans les grandes villes. Mais quand même, on le voit. Je dis, il n'est pas encore dans les grandes villes, sachant qu'il y a quelqu'un qui s'est fait exploser sur une plage à Sousse, une plage touristique, oui. Sachant qu'il y a aussi une masse charge explosive qui a explosé devant un poste de police à la Goulette, qui est en banlieue nord de Tunis. Encore une fois, il n'y a rien qui prouve aujourd'hui, ni qui montre clairement qu'il y ait des écoutes ou que les citoyens soient sous écoute. Maintenant, je pense que entre un gouvernement, un ministre de l'Intérieur, et les gens qui travaillent avec lui, il y a une coordination pour justement un peu comprendre, utiliser l'appareil de l'État pour comprendre un peu ce qui se passe sur le terrain, qui est qui fait quoi, où se passe l'activité, etc. Je pense que le policier a été, comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup
malmenée après la Révolution. Et que petit à petit, il y a eu quand même une succession. Nous avons eu pendant 50 ans juste 2 gouvernements, dont un a duré 23 ans, et dans les dernières 3 années, nous avons eu une succession de 3 ou 4 gouvernements, 4 je crois même, 4 gouvernements. Le gouvernement de Ranouchi 1, le gouvernement de Ranouchi 2, le gouvernement de... comment il s'appelle, de Jbeili, le gouvernement de l'Araïr et le gouvernement de Jama actuellement. 5. Ranouchi 1, Ranouchi 2, on peut les compter comme un seul, mais c'est 5 gouvernements quand même. Et dans cette succession de gouvernements, le dernier, celui-là, est venu suite à un grand débat, un grand, comment on appelle ça, national, dialogue national, et un consensus pour trouver un gouvernement, disons, de technocrates, qui emmène le pays vers des élections et qui soit loin des tiraillements politiques. D'aller vers la justice pour dire... et d'ester des gens, des responsables de la sécurité. La police sous Ben Ali m'a torturé. A torturé. Ce qu'on appelle la justice transitionnelle. Alors justement, sur la justice transitionnelle, c'est un dossier épineux encore en Tunisie. Il y a plusieurs dossiers qui sont encore vraiment très douloureux. Le dossier des gens qui ont été torturés et malmenés sous Ben Ali, et le dossier des gens qui ont été blessés ou tués pendant la Révolution. Ces 2 dossiers-là, c'est encore des plaies ouvertes. Il n'y a pas encore... alors il y a beaucoup de tentatives du gouvernement, par exemple de l'Araïz avec Samir Dilou de Narza à la tête du ministère de la justice transitionnelle, des droits de l'homme et de la justice transitionnelle. Il a expliqué dans une interview sur la Post Maghreb que je vous invite à lire comment c'était très difficile de mettre en place une justice transitionnelle et comment c'était très difficile justement de prouver certaines choses, d'amener les gens à témoigner et de faire le procès de tout un État dans l'État. Parce que l'appareil de Ben Ali c'est très très grand. Et j'ajouterais que cette chasse aux sorcières, elle n'était pas seulement par rapport aux policiers ou aux gens qui ont torturé ou tout ça. Il y avait aussi toutes les personnes qui faisaient partie de l'appareil Ben Ali. Et dernièrement, quand on a passé la Constitution et passé surtout la loi électorale, il y avait une proposition sur l'immunisation de la Révolution, on appelait, qui a été rejetée. Finalement, les gens, on a essayé de ne pas être dans la vengeance et dans la sanction de ces gens-là. Il y a une justice. Il faut prouver certaines choses pour pouvoir on essaie de revenir au droit. Pas le peuple algérien, mais le gouvernement algérien était bien sûr, on sait comment se passent les choses en Algérie, et on se disait, nous on est libérés, on espère aussi que le peuple algérien se libère aussi de la même manière, et qu'il y ait un gouvernement démocratique. Non pas que vous ne soyez pas capable de parler comme nous, on était incapables de parler totalement, vous êtes très libre, vous parlez, mais les choses n'évoluent pas, n'avancent pas assez pour vous, on vous le souhaite encore, que ça bouge et que ça change chez vous. Maintenant, oui, le gouvernement algérien était réticent au début, et on peut comprendre de sa logique à lui, le gouvernement a peur que tout cet enthousiasme et toute cette euphorie révolutionnaire ne le touche, et elle a failli toucher, et ça a bougé un peu, et ça s'est arrêté. Nous, on comprend ça. Après, concrètement, comme vous dites, ils n'ont pas beaucoup aidé au début, ils sont restés en retrait, ils sont restés pas mal en observateurs, ils ont essayé d'amoindrir même le succès, enfin, c'était pas un succès, c'était juste une étincelle, et par la suite, lorsque les choses se sont tassées, c'était c'était avantageux pour l'Algérie, pour le gouvernement, d'aider maintenant, parce que maintenant la révolution est derrière nous et on est en train de stabiliser les choses en Tunisie, et c'est bien pour l'Algérie aussi